O coronavírus é um vírus que está se espalhando rapidamente pelo mundo inteiro. É transmitido quando você tosse, fala ou cospe. Também é transmitido por contato nos objetos que você toca e depois pega no rosto. A infecção pode ser grave em algumas pessoas ou quase invisível em outras. Os sintomas são tosse, febre, sensação de febre e dificuldade de respirar. Existe ação importante para evitar a infecção, ou seja, pegar o vírus ou evitar transmiti-lo a outra pessoa, mantendo-se a 1 metro um do outro. Não se beijar ou apertar as mãos. Lavar as mãos várias vezes com água e sabão. Evitar tocar nariz, boca e olho. Tossir e espirrar no cotovelo ou no lenço que você joga no lixo. Ficar em casa o máximo possível e sair apenas por motivos importantes como ir ao médico, fazer compras e à farmácia. Esse gesto deve ser divulgado a todos. Lembre-se de falar com seus filhos. Nos 14 dias anteriores, se você viajou para um país em risco ou entrou em contato com uma pessoa com coronavírus e tem febre, tosse e dificuldade para respirar, deve-se notificar a emergência ligando para o 15. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio Proximité. La radio Proximité est une radio qui se situe dans l'Est guyanais, plus particulièrement sur la commune de Saint-Georges de l'Oyapock, avec bien sûr la radio Joie de Vivre, avec qui nous travaillons de concert. Je reçois pour vous, dans le cadre de l'émission d'actualité, Monsieur Bouba, Philippe Bouba. Bonjour Monsieur. Bonsoir Bouba. monsieur. Bonsoir, bonjour. Et puis avec ses colistiers, Aline Nguyen Van Wey. Bonsoir, bonjour, pardon. Bonsoir. D'accord. Et Manouchka Bourdon, pardon, pour ne pas écorcher. Non. Bonjour Non. madame. Alors Thierry, excuse-moi, Manouchka va nous rejoindre. À tout à l'heure. C'est une autre camarade. Voilà, c'est une autre camarade et non des colistiers. Hein. Nous sommes des camarades, nous sommes de la même organisation. D'accord. C'est Ségolène Bompard. Très bien, Ségolène Bompard. Alors, la toute première question à vous qui êtes présents pour échanger avec les auditeurs de la radio Joie de Vivre et la radio Proximité. Aujourd'hui, il y a eu une information qui est apparue, et j'espère que vous l'avez certainement entendue. 13 kilos de cocaïne en provenance de la Guyane, saisie dans l'Hexagone. La Guyane est-elle devenue une plaque tournante de la drogue, mesdames et messieurs? Vous Alors, répondez à tout. je veux bien commencer. Alors, là, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je me doute, c'est que le phénomène des mules est un scandale pour la société guyanaise. Ça montre aussi toutes les difficultés que la jeunesse ressent ici et dans l'obligation de choisir la drogue comme moyen de financement, et ce qui signifie bien que dans une société égalitaire, une société que nous on prône justement à la France insoumise, et toutes ces dérives-là, tout ce côté malsain de la drogue,
sera anéanti. On ne joue pas comme ça avec des produits qui sont toxiques pour le plaisir. Il y a certainement toujours des difficultés et en tout cas, nous, la, la- le fait de se dire que une société où les difficultés sont apaisées, une société où il y a beaucoup plus d'égalité et d'égalité territoriale, d'égalité sociale, ben, indiqueront que automatiquement toutes ces personnes-là qui sont des rapaces et qui utilisent la pauvreté pour diffuser de la drogue, eh ben, ils trouveront personne et ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. Oui, mademoiselle Aline, n'oubliez pas le micro, d'éteindre et de rallumer. Mademoiselle Aline, votre point de vue sur la question de la drogue. Est-ce que la Guyane est devenue une plaque tournante euh, pour, euh, en ce qui concerne la vente de la drogue ou pas? Ouais. Allô? Euh, oui. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous Donc, plaît? Voilà. c'est Aline qui doit parler là, c'est ça? Allez-y, allez-y, allez-y. Oui. Donc, bon, ben, la drogue, la Guyane, une plaque tournante pour de la drogue. Bon, je pense que c'est un petit peu catalogué. Bon, les jeunes, ils servent de mules parce qu'en fait, c'est de l'argent facile. Et puis, c'est de l'argent facile pour avoir tout le confort, tout ce qu'ils désirent avoir dans la vie. Mais en fait, c'est parce que aussi ils sont en souffrance ces jeunes-là et ils ont pas ce qu'il faut, ils ont pas de travail, ils ont pas de euh, en fait, ils sont pas beaucoup aidés ils sont pas beaucoup aidés. Et ce qui fait que la drogue c'est un moyen pour eux de s'en sortir. Voilà. Mais bon, s'il y avait il y avait plus de moyens pour lutter contre la drogue. Bon, pour aider ces jeunes-là à s'en sortir, je pense que ce fléau, pour moi, c'est un fléau. Ça allait un petit peu euh, s'atténuer. Voilà. D'accord. Et pour moi, eh bien, je Aline, dirais que oui. c'est vrai on, on entend de plus en plus, eh bien, d'affaires de drogue, mais je pense que les productions cinématographiques comme celle des réalisateurs guyanais, Madame Bakou, le Monsieur Yamb, qui ont critiqué tout ce fléau-là, ces phénomènes-là de mules, vont peut-être euh, inciter la jeunesse à, à se tourner vers d'autres moyens pour euh, obtenir des finances. D'accord. À qui la faute? Pourquoi on n'arrive pas à régler ce problème? Puisque monsieur le sénateur, enfin l'ancien sénateur, monsieur Karam, a produit un rapport concernant justement l'activité de la drogue en Guyane et a fait aussi des propositions. Est-ce que ces propositions sont prises en considération, sont mises en application par le politique guyanais et par le politique national? C'est un problème qui a une telle ampleur et puis c'est un problème aussi d'offre et de demande. D'accord. Donc c'est un problème d'offre et de demande. Donc il y a un terrain propice pour Tant le qu'il y aura des développement. consommateurs, eh bien, il y aura des vendeurs et revendeurs. Oui, très bien. Et tant qu'on aura aussi une société inégalitaire, eh bien, on aura bien, des jeunes qui se tourneront vers, vers ce milieu-là. D'accord. Oui, madame Aline, vous voulez rajouter quelque chose? Excusez-moi, je ne vous ai pas très bien compris parce que la communication est pas.
D'accord. Alors, je disais justement, monsieur Karam, qui était Oui, sénateur de la Guyane, a produit un rapport concernant la situation de la drogue, en tout cas, montre que la Guyane est devenue une plaque tournante en matière concernant la drogue. Et des ça coupe. propositions ont été faites. Est-ce que ces propositions ont été mises en application et par le politique guyanais et aussi prises en considération par l'État français sur le plan national? Euh, Mise en pratique par les politiques guyanais, je pense pas. Euh, En fait, je pense que pas grand-chose a été fait et ce qui fait, c'est la raison pour laquelle que la situation s'empire. Mhm. D'accord, très bien. Monsieur Bouba, je m'adresse à vous maintenant rapidement. Une question. Vous faites partie de la classe dirigeante au sein de la CTG. Qu'en est-il de la présidence de monsieur Serville? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots parce que je pense que nos auditeurs aimeraient savoir exactement ce qui se passe au niveau de la CTG. Alors quasiment, c'est sans transition là. Euh, Eh bien, écoutez, ça fait 6 mois que vous avez ce nouvel exécutif. Oui. Ça fait 6 mois que nous avons donc les 35 élus de la majorité des délégations. Nous avons chacun et chacune notre propre secteur. En l'occurrence, pour moi, je suis le 5e vice-président, chargé de l'enseignement moral ici, chargé de l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc, je, je suis justement à l'écoute du milieu universitaire, des laboratoires de recherche, des organismes, parce que le but, c'est de pouvoir voilà, entendre les difficultés, les souffrances. Et ce que nous avions dit lorsqu'on avait gagné, et nous, la France Insoumise, nous avions soutenu dès le début la candidature de Gabriel Serville et son mouvement au pays Guyane, où nous voulions l'union de la gauche et également donc des autonomistes politiques, en se disant qu'il fallait une nouvelle offre face à Rodolphe Alexandre. Donc nous sommes au travail. On a pu le voir assez rapidement dès le mois de juillet. Vous avez beaucoup d'élus qui n'ont pas pris de vacances, qui sont restés, qui étaient en Guyane et qui ont travaillé parce qu'il fallait faire des audits entre guillemets de chaque secteur et la santé, le sport. Bon bref, je pourrais décupler selon les parce qu'on voulait aussi que l'humain soit au centre de toutes nos préoccupations. Et pour moi, eh ben, j'ai rencontré le président de l'université, la directrice de l'INSPE, des échanges avec le directeur de l'IUT, des enseignants également, des maîtres de conférences, des chercheurs, parce que le but était d'emmagasiner assez rapidement des doléances, des revendications, des difficultés, pour pouvoir après aller de l'avant beaucoup plus facilement. Et on se réunit en plénière, on se retrouve la semaine prochaine, en tout cas pour le 20 janvier, il y a de nouvelles décisions politiques qui vont être actées par les élus de la CTG. Et puis il y a eu aussi un gros travail, c'était les élus autour de l'obligation vaccinale, également le pass sanitaire. Il y a eu des échanges entre nous, entre élus de la majorité, avec l'opposition également, et il y avait eu une prise de position commune sur un moratoire, puis une suspension de l'obligation vaccinale pour certaines catégories de personnes, les personnels de santé, parce qu'on voit qu'en Guyane, le taux de vaccinés est à 30%, entre 30 et 35%, et ça met à mal l'hôpital. Et vous avez eu tout un mouvement, justement, de revendication. Et nous, pour la France insoumise, cette question-là, qu'elle soit nationale ou locale, on, on a, on a le credo de l'OMS, la revendication la recommandation de l'OMS,
c'était sur la question vaccinale, il vaut mieux convaincre que contraindre. Et c'était aussi à l'État de pouvoir expliquer ce vaccin pour que les gens puissent le recevoir en toute quiétude et en toute sérénité. Et nous, on a détesté que ça soit obligé. Voilà, l'obligation pour nous ne peut pas être utilisée par un État, sinon ça signifie qu'il y a de l'autoritarisme derrière, voire plus. Donc, ce que je peux dire, c'est que nous sommes au travail, notre organisation est présente. Je suis élu à la CTG. Aline Nguyen est conseillère municipale à Moncinérito-Négrande. Vous avez également une autre élue des Insoumis de Guyane qui est à Grand-Santi, Julienne Totou, qui est adjointe au maire Dada, Félix Dada. Donc, on est présent et on souhaite aussi composer avec l'ensemble des organisations de gauche. Ça, c'est aussi notre leitmotiv, c'est l'union pour pouvoir avancer sur notre territoire. Alors, il y avait une problématique relative à la scolarisation d'un certain nombre d'enfants qui ne pouvaient pas, justement, qui ne trouvaient pas de place dans les établissements scolaires. Est-ce que ce problème a été résolu ou est en voie de résolution? Pour les collégiens, oui. Pour les collégiens qui n'avaient pas de place en lycée, eh bien, justement, les anciens locaux de l'OPRF ont été réquisitionnés et donc des filières ont été ouvertes et des places ont été créées pour ces collégiens. Très bien. Alors, pour revenir justement à la question de la vaccination, Monsieur Bouba a fait l'introduction. La France et les départements d'outre-mer semblent être divisés justement sur la question. Et on se rend compte qu'il y a d'un côté les vaccinés, les non-vaccinés, et en même temps le président qui prend une position en disant qu'il va emmerder, je cite, les non-vaccinés. Est-ce qu'il considère que les non-vaccinés sont devenus des pestiférés de la République? Et quelle est justement votre position à ce sujet? C'est une technique, tout simplement. Il sait que son électorat est vacciné, que les non-vaccinés ne voteront pas pour lui aux prochaines élections présidentielles. Donc, il s'adresse uniquement à son électorat et puis il convainc les derniers vaccinés de le rejoindre et de voter pour lui. D'accord. Monsieur Bouba, Madame Aline, quelle est votre réaction? Je veux bien, pour compléter, oui, il y a un enjeu électoral, voire électoraliste, puisqu'on sait qu'il y aura des élections présidentielles où nous avons notre propre candidat, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire. Maintenant, ce que fait Macron, c'est que depuis des mois, c'est l'instauration d'une société autoritaire et totalitaire. Et nous avons dénoncé le pass sanitaire, nous dénonçons le pass vaccinal. Est-ce que cela veut dire que nous ne sommes plus sous la Ve République ou pas? Alors, là, on est toujours à la Ve République. Si M. Mélenchon est élu, nous changerons sûrement et passerons à la Sixième République. C'est sa mesure phare. Oui, justement, ce que justement on rebondit avec joie, c'est parce qu'on a un objectif, c'est la Sixième République, c'est le changement de paradigme. Là, vous avez un président qui décide de tout, omniscient, omnipotent, omniprésent, des parlementaires où finalement ce sont des chambres d'enregistrement parce que c'est le système en fait finalement, qui veut ça. L'article 16 de la Constitution française qui donne plein pouvoir au président de la République lorsque les institutions sont menacées. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a mis en application l'article 16 ou alors c'est juste un déguisement? Bon, je pense que là, on ne peut pas non plus, par rapport à l'article 16, comparaison n'est pas raison, mais ce qui est remonté sur le plan, notamment de nos élus, sur le plan national, c'est que tout est décidé dans un comité de défense,
où il n'y a pas de soignants, il n'y a pas d'hommes de médecine, il n'y a pas, ou de femmes, il n'y a pas non plus de parlementaires qui sont aux décisions. C'est que c'est restreint et en plus, il y a le secret d'État, le secret défense, ce qui signifie qu'on n'a aucune bille, aucune info de ce qui se trame chaque semaine. Lorsque le président Macron décide au fur et à mesure, voire au fil de l'eau, la situation par rapport à la situation sanitaire. Ce que nous, on a vu, et on l'a vu en Guyane, mais je pense qu'on peut le voir dans tous les territoires, donc territoires ultramarins et également dans l'Hexagone, c'est que ce gouvernement a été en panique depuis le début de la Covid-19 et n'a pas réussi à trouver les bonnes solutions. La preuve, on est toujours sous cette pandémie. Et la seule chose, c'est le bâton, c'est la matraque, c'est la trique. Et c'est là, on est en train de plus en plus d'être dans une société de contrôle permanent. Et ce pass sanitaire, voire maintenant ce pass vaccinal, ben, on se dit, mais jusqu'à quand pour se cultiver, pour se restaurer, peut-être même, on pourrait dire bientôt, pour être éduqué, il faudrait voir jusqu'où veut aller ce gouvernement. Et il y a eu des manifestations contre toutes ces réformes-là, toutes ces décisions politiques du gouvernement. En revanche, nous, aux Insoumis, on ne va pas être à côté de l'extrême droite, à côté des fascistes, à côté des complotistes, ces gens-là qui veulent délirer. Non, on est sur du concret. Le concret, c'est qu'on a bien une pandémie, il y a un virus, mais on se dit que ce gouvernement ne prend pas de la hauteur pour trouver une situation qui permet le respect des libertés et en même temps également soigner correctement la population. Et si les hôpitaux n'étaient pas en difficulté depuis des années, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Et on le sait très bien. C'est une crise, cette crise sociale, cette crise sanitaire, elle vient aussi parce que la France, elle a tellement tapé sur les services publics que l'hôpital n'a pas pu réagir à ce bouleversement. Et en Guyane, beaucoup d'insoumis d'ailleurs se sont rencontrés pendant le collectif du Mayuri Santé Guyane, où j'étais un des porte-parole. On s'est connus dans la lutte en se disant des moyens financiers, des moyens humains pour la Guyane, des tests, du gel hydroalcoolique. Vous savez, sur notre territoire, il y a des gens qui n'ont pas l'eau à la maison. Alors, comment leur demander les gestes barrières s'ils ne peuvent pas se laver les mains, s'il n'y a pas de savon? Bref, on pourrait passer des heures sur cette crise qui finalement a montré toutes les difficultés ou a réactivé toutes les difficultés de notre territoire. Et voilà, on parle avec véhémence aussi parce que c'est un ras-le-bol. Et les insoumis ont proposé. Ça n'a jamais été entendu par le gouvernement. C'est notamment, et je terminerai là-dessus pour laisser Aline aussi, voilà, indiquer par rapport à ce combat-là que nous avons ensemble. Les députés insoumis avaient proposé aussi que, par exemple, une partie de la population travaille le matin et une autre l'après-midi, pour qu'il y ait une société du roulement, pour qu'on ne soit pas tous entassés dans nos entreprises, dans nos écoles, voilà, qu'on fasse respirer tout ça. Ça n'a pas été fait, ce qui signifie que c'est aussi le capital. Et c'est le capital qui dicte sa loi pour l'instant, d'où le fait que nous sommes une organisation aussi qui considère que le capitalisme, ce n'est pas la panacée et qu'on souhaite vraiment renverser la table pour une autre société. Oui, est-ce qu'Aline veut intervenir sur ce sujet? Moi, j'aurais juste pour ajouter ça, on va parler des mais même aujourd'hui, les libertés des vaccinés aussi sont restreintes, puisque à partir du 15 janvier, si nous ne prenons pas une troisième dose, eh bien notre passe sanitaire ne sera plus valable. Alors, ce qui me pousse à poser la question suivante, nos libertés individuelles sont-elles menacées sous la Ve République? Alors, Oui, allez-y. pour moi, c'est le président Macron a comment en fait, il utilise la Ve République. Elle a été créée en 58. Euh,
elle a été après retravaillée pour que le général de Gaulle puisse avoir également le suffrage universel pour le président. Ce qui signifie que c'est aussi euh, une monarchie présidentielle, et ça c'est dit par les insoumis, c'est dit aussi par même d'autres courants politiques, en, en, en expliquant qu'il faut changer cette politique et que la Sixième République permettra une aération de nos libertés. Donc là, actuellement, simplement, on applique la Cinquième République. Il y a, et on voit que quand même, il y a une espèce de toute-puissante une toute-puissance de Macron, d'utiliser aussi les forces de l'ordre pour taper fort sur le mouvement social. Et cette crise, elle devrait normalement permettre à ce que l'on puisse sortir par le haut et pas par le bas. Et le président Macron avait expliqué que rien ne sera comme avant, qu'il va écouter tout le monde. Et finalement, tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu. Les soignants sont déçus. La population est déçue. Et en Guyane, en revanche, ça a permis aussi un retour de la prise de conscience de l'autonomie. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Macron, tout ne peut pas se décider à Paris. Et nous, 7000 km ou 8000 km de l'Hexagone, une politique doit être différente. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Nous, les insoumis, on souhaite aussi que la Guyane puisse avoir aussi sa propre existence et que tout n'arrive pas de l'Hexagone. Aussi, on puisse aussi travailler sur le local avec nos propres spécificités. Est-ce que Madame Aline veut intervenir sur la question de nos libertés? Nos libertés individuelles sont-elles menacées sous la Cinquième République par Monsieur Macron, par Oui, son attitude, son comportement? oui, notre liberté est menacée parce on n'a plus le droit de ne rien faire. On ne peut pas sortir, on est constamment surveillé. Donc, c'est pas, c'est pas évident pour tout le monde pour aller faire les courses, pour aller au restaurant, pour aller loisirs, pour aller faire du sport. Il faut à chaque fois montrer un pass sanitaire. Donc, pour moi, on n'a plus de liberté. On a, on est constamment surveillé. Et c'est pas une vie, quoi. C'est, Vous avez on est en l'impression dictature, que voilà. vous avez l'impression qu'il y a une dictature. Vous avez l'impression qu'il y a une dictature rampante qui se met en place par rapport à la mondialisation? Tout à fait, tout à fait. Oui, une dictature qui s'est mise en place. On sera tout le temps surveillé dans nos faits et dans nos gestes. Et voilà, nous sommes comme des prisonniers. D'accord, très bien. Monsieur Il Bouba? manquerait plus que les matricules, c'est tout. D'accord, d'accord. Monsieur Bouba, vous pensez qu'on est dans une dictature rampante, puisqu'il y a une dictature rampante qui s'organise par le biais de la santé notamment, et comme on Non, le voit, moi, est-ce que la Sixième République va résister justement au rouleau compresseur de la mondialisation que l'on assiste aujourd'hui? alors le rapport de force qu'on souhaite instaurer, nous, c'est face au capital. Le capital, justement, il est universel, il est international, ce qui fait aussi que nous, on est issu d'un courant, le socialisme au sens large et au sens noble, c'est un courant qui est internationaliste, ce qui signifie que la résistance doit être populaire, la résistance doit être également dans les différents États qui vont pouvoir justement mener le combat face au capitalisme. Donc là, au-delà de parler de dictature, parce que après les mots ont leur importance, c'est surtout de dire que il faut s'organiser. Il faut, nous, on croit que justement un président tel que Jean-Luc Mélenchon pourra euh, faire reculer, parce qu'on est aussi certain qu'on ne va pas céder face au capital. Et d'ailleurs, la Sixième République, c'est un temps aussi où il est prévu une convention nationale. Il est prévu que ça soit très ouvert
et un référendum avec une nouvelle sixième république qui est proposée au fil du temps. Ce qui fait aussi que Mélenchon a très bien dit aussi, c'est que s'il n'applique pas le pourquoi de son élection, il assumera également qu'il n'est pas arrivé au bout. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de trahison à la François Mitterrand en 83. Il y aura une certitude d'aller au bout et on le voit, nous en tout cas, on pense que la bonne solution, elle est autour des idées insoumises, nos idées, nos valeurs, belles et rebelles, et on est aussi sans concession. Donc il faut aussi entendre qu'on souhaite aller de l'avant et que c'est il y a trop de personnes qui ne peuvent pas s'expliquer, qui ne peuvent pas s'exprimer et qui ne peuvent pas aussi s'épanouir. Il y a voilà cette chape de plomb politique qui empêche les gens de pouvoir aussi exister correctement. Et ça, la sixième République, c'est un idéal, c'est-à-dire c'est vraiment renverser la situation où vraiment la démocratie viendra par le bas et non par le haut. Alors, Monsieur Bouba, je vous entends, mais pour Ça, les observateurs comme vous et moi sur le plan politique, on se rend compte qu'il y a des hommes qui ont une capacité financière, le monde de la finance tel que l'on connaît a un pouvoir colossal et contrôle même certains États. On le voit par exemple Bill Gates qui domine au niveau de l'OMS et qui a pris en charge justement le financement de l'OMS. Est-ce que la sixième République ne vient pas un peu trop tard? ouais, il Mieux est vaut jamais tard trop que tard pour faire. jamais. Ouais, il est jamais trop tard pour faire bien. Si vous dites qu'il n'est jamais trop tard, on veut bien vous croire. Alors justement, quelle est votre position par rapport à la situation en Guadeloupe, en Martinique, concernant le chlordécone? L'État français savait pertinemment ce qu'il faisait. Il y a eu pas mal de personnes qui sont victimes de maladies de toutes sortes là-bas, le cancer, l'ulcère et des problèmes pathologiques. La France refuse de prendre ses responsabilités. Quelle est la position de la France insoumise sur des sujets tels que le chlordécone, ce qui pousse la population antillo-guyanaise à ne pas faire confiance à la France et encore moins à M. Mélenchon, si je puis me permettre ainsi, puisqu'on s'est fait avoir à plusieurs reprises à travers l'histoire, que ce soit l'esclavage d'ailleurs, où on refuse de reconnaître les conséquences de l'esclavage sur la population antillo-guyanaise, par exemple, et cette histoire de chlordécone qui montre qu'il y a une volonté de destruction de la part de l'État français. Quelle sera la position de la France insoumise? Madame Aline? Alors, Madame Aline, vous voulez répondre ou est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ce oui, sujet? moi je veux bien parce que ce que vous avez dit par rapport à Jean-Luc Mélenchon, d'abord, il a été accueilli aux Antilles, hein. Il était venu en Guyane au mois d'octobre, comme un poisson dans l'eau, avec le mouvement social et notamment la caravane pour la liberté au local de l'UTG. Et lorsqu'il est allé aux Antilles, il a rencontré notamment Elie Domota. Donc, ce qui montre aussi, voilà, il y a une écoute de la part du mouvement, on va dire révolutionnaire antillais, des idées insoumises. Donc, là-dessus, sur le chlordécone, la position des insoumis, hein, elle est de dénoncer le scandale, un scandale sanitaire, Sanitaire. que on se moque, on tape sur les Guadeloupéens qui sont en résistance actuellement contre l'obligation vaccinale, qui également pour les Martiniquais, alors qu'on les a laissés avec cette difficulté-là de l'eau, voilà quoi,
l'eau qui n'est pas correcte, ce qui fait qu'on ne pouvait pas non plus voilà, se laver les mains dans beaucoup de villes, dans beaucoup de foyers antillais. Donc, vous voyez, l'État français, c'est la schizophrène, c'est schizophrène, quoi. C'est-à-dire que on sait très bien que le chlordécone empêche l'eau potable et l'eau au robinet, et de notre côté, on va les taper parce qu'il y a eu aussi de la violence, parce que ces gens-là manifestent par rapport aux décisions qui ne sont pas correctes pour les Guadeloupéens et pour les Martiniquais. Et on vient donc, on envoie des escadrons de gendarmerie, on vient pour être présent pour du maintien de l'ordre, alors que, eh ben, il aurait fallu déjà en amont s'occuper correctement de cette population. Toute révolte ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours une origine, et ça, vous l'avez très bien dit par rapport à la France. Donc, Mélenchon également dans ce poste-là, avec des élus, avec des personnes aussi différentes, hein. C'est un autre regard aussi. Et la France, elle sera prête aussi à reconnaître ses erreurs avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a Sixième République, c'est aussi changer de braquet et d'être différent, de ne pas reproduire la même chose. Oui, et puis si on peut ajouter, le volet écologie est très important dans le programme L'avenir en commun de Monsieur Mélenchon. Il y a une partie qui est consacrée justement pour une agriculture écologique et paysanne. Il reconnaît que l'agrobusiness a tout détruit, que ça soit l'écosystème, la santé des consommateurs et celle des paysans. Et eh bien, ce qu'il souhaite mettre en place, c'est développer davantage l'agriculture biologique, proscrire tous ces pesticides chimiques et puis aider aussi, soutenir toute la filière agricole, former les jeunes, ouvrir plus de lycées pour cela. Et on a oublié aussi, ce qui est important aussi, c'est favoriser les circuits courts, la vente directe. D'accord. Alors, une question d'ordre international pour montrer un peu, enfin, pour faire le tour de l'actualité brûlante, je dirais. La CEDEAO, pardon, en Afrique a condamné et a mis en place un embargo contre le Mali, appuyé par l'Union européenne. Quel est Oui, je disais donc quelle est la vision que la France a soumise, la France insoumise, pardon, a concernant les pays africains. D'une part, quelle est votre réaction par rapport au comportement de la Chine, notamment, et de la Russie, qui ont refusé qui ont refusé de voter, d'aller dans le même sens que les pays européens, qui veulent garder l'Afrique comme étant leur chasse gardée. Comment est-ce que vous percevez cela au sein de votre mouvement de la France insoumise? Il faut que cesse la France-Afrique. Il faut en terminer avec cette, euh, cette utilisation des pays africains par la France. C'est les conséquences des années 60 avec Focard et sa bande. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une intervention française en Afrique, c'est pas innocent. Il y a toujours des enjeux économiques. Et là-dessus, hein, on est pour être sur un pied d'égalité, un respect mutuel et une coopération. Donc, je crois que Jean-Luc Mélenchon a été récemment dans un pays africain, je n'ai plus le nom, mais euh, c'est le pays de Sankara. Et notamment, ben, il avait pris la parole pour expliquer que il fallait voilà, changer. Toujours pareil, on revient toujours sur le changement, hein. C'est peut-être facile à dire, mais vous voyez, c'est de dire qu'on ne peut plus continuer comme avant. Et nous, pour les insoumis, euh, c'est de dire qu'il y a vraiment un bouleversement actuel. Et il faut peut-être, entre guillemets, utiliser cette pandémie pour pouvoir après une nouvelle société. Et ça, même également une nouvelle relation avec les pays qui entourent l'Hexagone. Et pour la Guyane,
c'est également ça, c'est-à-dire regarder correctement le Brésil, le Suriname, Haïti, tous nos voisins pour composer ensemble. La Guyane, elle est dans un bassin sud-américain, les Caraïbes sont à côté de nous. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut prendre avec le respect des populations et des États. Madame Aline, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit, la position de l'Union européenne et la CEDEAO concernant la situation du Mali, l'embargo qui a été prononcé et la position de la Russie et de la Chine qui a refusé justement de voter cet embargo contre le Mali. Je sais pas quoi dire. Bon, la position. Donnez votre avis, votre sentiment personnel sur le sujet. Oh, non, je n'ai pas de commentaire dessus. Très bien. Ben, une question, monsieur Bouba. Question d'actualité régionale pour nos auditeurs de la radio Joie de Vivre sur l'Est guyanais. Est-ce que le président Serville envisage de venir sur l'Est guyanais en sachant que l'Est guyanais est le parent pauvre de la Guyane en matière de développement économique? Alors, il est prévu un déplacement à Saint-Georges fin janvier. Voilà, d'ailleurs, je ferai partie de la délégation avec une visite voilà, des infrastructures, du CAIT, donc de la CTG, de l'antenne sur place, également la PMI, et puis voilà, ce qui est important pour Saint-Georges, et désenclaver, être aux côtés de toutes les populations, c'est quelque chose aussi qui nous tient au cœur. Euh, on a à la CTG, on a bien compris qu'il fallait que toute la Guyane puisse s'exprimer, toute la Guyane devait aussi être écoutée. Et moi qui ai des amis sur Saint-Georges, je comprends bien maintenant que ces 3 heures de route, finalement, elles sont beaucoup plus étendues lorsqu'on voit, déjà, il faut passer par Regina avec le barrage, et ensuite également avec la Covid, hein, qui a vraiment impacté fortement, malheureusement, l'Est guyanais. Donc là aussi, tout reprendre. On rencontrera aussi, bien sûr, Monsieur le maire de la commune. Et puis, se dire aussi que Saint-Georges, c'est la Guyane, que les 4 coins de la Guyane sont légitimes et font partie d'un seul bloc, d'un seul territoire, voire même d'un seul pays. Donc, on a prévu d'y aller comme il était précédemment à Saint-Laurent-du-Maroni, à Maripasoula. C'est vrai que ça fait 6 mois que nous sommes à l'exécutif. On a beaucoup d'attentes. Les gens ont vraiment un espoir et ont eu un second tour avec cette union entre Ferreira américain et l'équipe à Serville. Donc, il y a beaucoup de boulot, ce qui fait qu'on n'a pas pu aller assez rapidement dans les autres territoires. On est resté très sur voilà, Cayenne, Matoury, Remire-Montjoly, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et maintenant, les déplacements sont prévus pour être à l'écoute. Mais vous avez aussi, mais je ne peux pas parler pour eux parce qu'on est aussi chacun dans sa délégation, des élus qui sont allés aussi à la rencontre des populations de la Guyane et qui sont allés aussi avant le président, notamment par rapport à la santé, par rapport à l'école, sont allés voir sur place, à Camopi, je pense aussi, à Camopi, pour voir le concret et pour faire remonter les informations pour que nous, après, qu'on puisse, nous, en tant qu'élus, majorité opposition, hein, trouver les décisions idoines pour notre territoire. Une dernière question. Quelle est la place de la jeunesse dans le projet de la CTG et plus particulièrement dans le cadre justement
des élections présidentielles qui s'annoncent certainement houleuses par rapport justement à la crise sanitaire que l'on traverse actuellement. Alors moi, je veux bien juste un point d'ordre. Nous sommes présents à la CTG, la France Insoumise, avec d'autres organisations. Et donc, on est dans un gouvernement d'union. C'est-à-dire qu'on compose avec le Parti socialiste guyanais, avec PI Guyane, avec également le MDES. Donc, on a un objectif et ensemble, donc, on est avec nos spécificités, nos différences, on a décidé d'être ensemble pour la Guyane. Maintenant, nous sommes également, nous, lancés en tant qu'insoumis dans les présidentielles avec notre propre programme. Et c'est Golène qui en a parlé, c'est l'Avenir en commun, c'est le programme de l'Union populaire et de Jean-Luc Mélenchon. Et l'Avenir en commun est déjà diffusé et diffusable depuis plusieurs semaines. On est la seule organisation à avoir déjà joué carte sur table. Et la jeunesse, que ce soit en Guyane, que ce soit en France et que ce soit dans n'importe quel territoire, je pense que déjà, c'est le territoire de demain et qu'il faut vraiment s'occuper correctement de tous nos jeunes en Guyane, en France, n'importe où. J'aurais été d'une autre nationalité, je vous aurais dit la même chose. Et surtout, l'école. Voilà. Et peut-être voilà, mes camarades peuvent compléter, comme ça je lance Aline et Ségolène sur la question scolaire, la question de voilà, accepter l'autre pour pouvoir justement faire corps ensemble. Très bien, Ségolène. Oui, il faut tout miser sur la jeunesse. Et c'est aussi un point très important du programme de M. Mélenchon, l'enseignement, l'éducation. Donc, recruter beaucoup plus d'enseignants et les former dès l'université, qui est une voie maintenant spécifique à cela. Et ensuite, pour attirer des enseignants, il faut revoir leur salaire, le revaloriser. Notamment, on pense à celui des enseignants du premier degré. Et un autre point aussi qui est abordé dans le programme donc de Monsieur Mélenchon, c'est lutter contre l'analphabétisme. Donc, développer des centres de formation, développer aussi des formations de apprendre aux jeunes, moins jeunes, à la langue française, à lire, écrire, compter, les bases. D'accord. Il y a un financement. Tout cela a été budgétisé. Vous pensez qu'il va pouvoir mettre en place toute sa politique parce que qu'on soit en guerre ou qu'on soit dans une période de paix, c'est toujours la population qui paye les pots cassés. Hein. Donc, vous pensez qu'il aura les moyens de sa politique et pour redresser la France et donner plus d'autonomie aux départements d'outre-mer qui ont, ma foi, ont grandi et qui veulent aussi mettre en place une stratégie de développement? Eh bien, Monsieur Mélenchon a été candidat donc au présidentiel en 2012, en 2017 et cette année encore en 2022. Son programme, vous avez pu le voir, il est complet, il a été peaufiné, travaillé. Il a des groupes d'action sur tous les territoires français qui, nous par exemple, nous lui faisons remonter toutes les doléances. Nous allons à la rencontre bien des populations, nous allons à la rencontre des associations, nous faisons remonter toutes ces doléances et ensuite, eh bien, vous avez un programme qui est vraiment bien pensé, bien conçu. Toutes les problématiques sont abordées, que ça soit par exemple le handicap, on a parlé tout à l'heure de l'écologie, l'égalité réelle aussi pour les Outre-mer. Il n'a pas oublié la Guyane, elle est citée plusieurs fois dans son programme. Et ensuite, vous parlez de budgétiser. Oui, si vous suivez chacune de ces interventions, parce qu'il en a fait beaucoup quand même ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il veut? Déjà, il faut une véritable révolution fiscale. Notre système doit être refondé et nous devons appliquer le principe de la progressivité, c'est-à-dire que plus on gagne d'argent et plus on doit contribuer au bien public, c'est tout à fait logique. Et puis
80 milliards d'euros pour l'État, on peut les avoir si on terrasse l'évasion et la fraude fiscale. C'est vraiment un sacré manque à gagner chaque année. Et voilà, taxer certaines entreprises, voilà, nous obtient des milliards. Très bien. Est-ce que Madame Aline veut compléter ce qui a été dit ou Monsieur Bouba? Euh, je voudrais rajouter quelque chose concernant le programme de M. Mélenchon sur l'avenir en commun. Non, Je n'ai pas c'est ça. entendu. Vous pouvez reprendre, s'il vous Je plaît? vous entends très mal. En fait, la communication est pas très bonne chez moi, comme je suis à la campagne et c'est pas évident. D'accord. Donc je disais, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Ségolène a dit Ségolène concernant Eladi. la politique de Monsieur Mélenchon pour la jeunesse de la France et singulièrement des États, des ultramarins et de la Guyane? Non, non, j'ai rien ajouté. En fait, ce que ma camarade Ségolène l'a dit, c'est exactement ça. Dans son programme, M. Mélenchon, il parle de la Guyane, il parle beaucoup de la Guyane son programme, c'est le meilleur programme parmi. Je pense que c'est le seul candidat qui a un programme complet. D'accord, très bien. Eh bien, c'était l'émission de Juste si je l'actualité. pouvais Oui. simplement faire un tout petit complément, et ça montre aussi que l'argent n'est pas un problème, parce que quand on veut, on peut. Oui. C'est que Mélenchon a annoncé publiquement, et il reculera pas, la titularisation de tous les contractuels de la fonction publique le lendemain de son élection. Des AESH. De tous les contractuels, tous ceux qui sont dans l'éducation nationale, qui sont aux impôts, police, enfin la fonction publique, toute personne qui travaille depuis plusieurs années, mais qui n'a pas le statut de fonctionnaire, le sera automatiquement. Et donc il a budgétisé tout simplement parce que en indiquant que il y a des milliards pour des entreprises, des millions également. Là, on pense à la population. Donc finalement, l'argent, ce n'est qu'un outil. Ça ne peut pas être une difficulté ou ça ne peut pas non plus être un mur qui va nous empêcher d'aller de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas entendre d'autres candidats, la titularisation de tous les contractuels au lendemain de son élection. Très bien, chers amis auditeurs de la radio Joie de vivre et la radio proximité de l'Est guyanais. Nous avons reçu donc dans l'émission d'actualité Monsieur Philippe Bouba, qui est le délégué porte-parole de la France Insoumise, Madame Ségolène ainsi que Madame Aline qui nous a rendu visite. Nous sommes très heureux. Nous aurons une deuxième partie, Monsieur Bouba, parce que nous voulons maintenant rentrer dans le projet de Monsieur Mélenchon, de manière à ce que vous puissiez donner encore plus d'informations, parce que nos auditeurs veulent savoir exactement ce qu'il en est, d'autant plus que nous sommes dans une période d'incertitude et que la population, en fait, ne sait pas trop où va se pencher la balance. Eh bien, très bonne journée à vous, Monsieur Bouba, et les autres Merci à vous. personnes qui vous ont accompagné. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et puis on se retrouve très bientôt, le temps de vous communiquer le nouveau rendez-vous pour que nous puissions décortiquer un peu davantage ce programme. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir les Merci. camarades.